Bonjour à tous. Dans cette intervention, je ne reviendrai pas sur la question de la définition du mot de restauration. On vient déjà d'en parler précédemment, de l'évoquer. Mon propos est concentré sur un aspect particulier qui est la production graphique de la restauration. Donc, on pourrait plus parler d'ailleurs de restitution, effectivement, comme ça a déjà été dit. Et dans le cadre de cette restitution graphique, j'ai souhaité plus précisément porter mon regard et mon propos sur celle concernant les châteaux. On le sait, le terme de restauration change au XIXe siècle. Auparavant, effectivement, il désignait surtout la restitution de monuments antiques disparus ou ruinés, avec notamment les travaux des pensionnaires de Rome et leurs envois. Avec la mise en place en 1837 de la Commission des monuments historiques, les premiers chantiers de restauration, et en particulier ceux dirigés par Emmanuel Viollet-le-Duc, le mot désigne une opération concrète d'intervention sur un édifice pour lui restituer son état d'origine ou le maintenir dans un état donné. C'est en même temps que naît le débat sur la déontologie, bien évidemment, de cette restauration physique. Or, le premier usage du terme restauration, c'est-à-dire la restitution graphique d'un édifice, ne disparaît pas pour autant, mais perdure de manière sous-jacente, et c'est une pratique que l'on va voir se continuer tout au long du siècle et notamment dans le dernier quart du XIXe siècle. Il revient sans doute, peut-être, à Ludovic Vuittet d'avoir le premier envisagé de consacrer une restauration graphique à un monument qui ne soit pas antique mais médiéval et d'un château. En 1831, Ludovic Vuittet, inspecteur général des monuments historiques, de retour de sa tournée dans le nord de la France et particulièrement de l'Aisne, il écrit dans son rapport au ministre de l'Intérieur à propos du château de Coucy les mots suivants. « À la vérité, c'est une restauration pour laquelle il ne faudra ni pierre, ni ciment, mais seulement quelques feuilles de papier. Reconstruire ou plutôt restituer dans son ensemble et dans ses moindres détails une forteresse du Moyen-Âge, reproduire sa décoration intérieure et jusqu'à son ameublement, en un mot, lui rendre sa forme, sa couleur et, si j'ose le dire, sa vie primitive, tel est le projet qui m'est venu tout d'abord à la pensée en entrant dans l'enceinte du château de Coucy. » Le désir exprimé en 1831 par Vuittet d'exécuter une restauration graphique du château de Coucy sera très habilement exaucé par Viollet-le-Duc, quasiment 30 ans plus tard, graphiquement et bien évidemment après physiquement dans la restauration de l'édifice lui-même. Pourtant, ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que ce genre d'exercice pratiqué par les architectes fera vraiment l'objet d'un intérêt très fort. Avant 1880, les projets de restauration graphique ayant pour sujet un château, le plus souvent médiéval, représentent un faible pourcentage de ce type d'exercice auquel s'adonneront ensuite plus volontiers les architectes, surtout, à mon avis, ceux en fin de formation ou en début de carrière. À partir de 1885, notamment, la pratique connaît un véritable engouement. Françoise Boudon, en 1990, dans la Revue de l'Art, a mis en évidence cette attirance des architectes de cette période pour la production de relevés et de restitutions au moyen de splendides vues aquarellées et de plans au lavis propres à séduire, on le pense, une clientèle potentielle fréquentant les salons où ces démonstrations sont exposées, pour ne pas dire étalées. Plutôt, donc je l'ai dit, que de restauration, on parle plus volontiers de restitution dans le cas de ces exercices, d'autant que souvent fondés sur des fouilles archéologiques et sur l'examen des édifices en élévation, les essais de restauration se présentent le plus souvent sous la forme d'une série de plans levés correspondant aux grandes étapes de l'évolution des châteaux au cours du temps. Il n'est en effet pas rare
de voir des dessins faits par les architectes montrant l'état de l'édifice au XIe, au XIIIe, au XVe siècle et bien évidemment ce qui est appelé le plus souvent l'état actuel et qui est souvent, en plus pour les châteaux médiévaux, un état de ruine. Je me suis intéressé particulièrement et quasi uniquement au rendu complet, c'est-à-dire aux travaux comprenant à la fois des relevés et des essais de restauration ou des essais de restitution. L'ensemble des relevés et des essais de restitution sont sous la forme de plans, de coupes, d'élévations, de dessins de détail et souvent de perspectives. Ces vues cavalières sont la différence la plus notable, certainement, avec les exercices de relevé et de restauration, notamment ceux des édifices antiques. C'est peut-être Viollet-le-Duc qui est en quelque sorte l'inventeur de la vue cavalière, qu'il utilisa à de nombreuses reprises dans ses ouvrages, notamment dans les notices consacrées au château de Coucy et de Pierrefonds en 1857 et 1861. J'y reviendrai un peu plus tard, mais également dans son dictionnaire et dans ses entretiens. Le recours à la perspective cavalière dans les travaux de restauration et de restitution sont particulièrement intéressants dans le cas de la représentation d'édifices fortifiés, puisque là on est dans le cas des édifices moyenâgeux, des châteaux forts, et puisqu'à l'origine la vue cavalière était l'outil privilégié pour représenter de manière complète le développement des ouvrages militaires fortifiés. Alors les rendus de ces restitutions graphiques sont souvent très complets. Les nombreuses planches donnent non seulement les plans à tous les niveaux, les élévations, mais également de nombreux détails de certaines parties, tours, portes, escaliers, cheminées, tels que l'exécute Charles Chausse-Pied en 1897 dans son relevé du château de Goulaine en Loire-Atlantique. Donc voici quelques-unes des planches. Donc on voit que ça va jusqu'à des détails de décoration et ça fait écho aux propos de Vité. Si certains travaux ont pour objet de grands monuments historiques, comme Laval, Loches, Châteaudun, Coucy, Chinon, Gien, Vitré, donc je vous passe quelques documents, ici Gien, ici Vitré. La plupart, malgré tout, des exercices des travaux portent sur des édifices secondaires, voire parfois inconnus, mais on le voit non moins remarquables d'un point de vue archéologique, historique et architectural. Il s'agit souvent en plus de propriétés privées, comme les châteaux de Polignac, de Nemours, de Saint-Maclou dans l'Eure, de Ligny dans la Meuse, de Mesnières-en-Bray en Seine-Maritime. Je pense que très peu dans la salle d'entre nous connaissent ces châteaux dans le détail. La diversité des sujets couvre toute la période du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec une prédilection pour les XIIIe, XVe, XVIe siècles. On passe ainsi des châteaux forts avec les relevés de Bournazel par Bolgou en 1877, de Tournoel par Louis Jarrier en 1887, de Tiffauges par Georges Baléguier en 1893, aux résidences seigneuriales de la fin du Moyen-Âge, avec Mésanger en Mayenne par Jules Gontier en 1887, Châteaubriand par Maubert en 1892, ou Josselin par Henri Lafargue en 1892 également. L'époque de la Renaissance est donc bien représentée dans tout le long de la période 1875-1893, puisqu'on peut relever les travaux sur Chenonceau par Félix Roguet en 1874, pardon, je vais trop vite, en 1874, Chemazé en Mayenne par Léopold Ridel en 1887, Écouant par Victor Dutoc en 1891, ou La Rochefoucauld par Édouard Bouin et Jules Godefroy en 1893. Donc on voit pour la plupart des édifices très, très importants.
Les travaux graphiques sont parfois accompagnés par des notices ou mémoires portant sur le compte-rendu des fouilles, l'histoire de l'édifice, l'analyse de l'architecture et l'explication du travail de restauration à mener. Ces mémoires sont envisagées certainement sur le modèle des mémoires explicatifs accompagnant les envois de Rome, preuve de la dimension scientifique à laquelle tiennent les auteurs. D'un côté, il y a les notices, petits opuscules, se rapprochant des descriptions de Coucy, de Viollet-le-Duc ou de Pierrefonds lui-même. Au cours des années 1890, apparaissent les notices rédigées par exemple par Raymond Barbeau sur Bressuire en 1891, d'Émile Bobin sur Mont-Saint-Jean en 1892, de Jules Godefroy et Édouard Bouin sur La Rochefoucauld en 1893. Des notices qui, pour la plupart, comportent dans leurs planches des essais de restitution à toutes les étapes importantes, comme La Rochefoucauld au XVe siècle, avant les transformations importantes que subit le château au XVIe siècle, qui sont elles aussi représentées et étudiées. Certains auteurs publient des ouvrages plus conséquents, véritables monographies. D'ailleurs, les exercices de restitution sont souvent appelés par les commentateurs des monographies. Donc ces monographies écrites, pour le coup, plus importantes, on en trouve par exemple chez Léon Bénouville en 1887 qui publie un château gascon du Moyen-Âge, études archéologiques sur le château de Madaillan, ouvrage dans lequel sont retracées l'histoire du château, ses transformations et même son siège en 1575 par le maréchal Blaise de Montluc. En 1896, Raymond Barbeau publie, lui, le château de Bressuire en Poitou, véritable monographie de 165 pages et illustrée d'une centaine de dessins et d'une douzaine de planches hors texte. Avant de peut-être pouvoir pratiquer pour certains la restauration physique ou d'édifier de vastes demeures pour la bourgeoisie, nombreux sont les architectes à s'adonner à l'exercice de restitution graphique d'un édifice ancien par intérêt archéologique, par oisiveté ou plus certainement par pragmatisme professionnel. Parfois, la pratique de ce type d'exercice est vue comme un moyen de préparer l'entrée dans la carrière d'architecte des monuments historiques, mais paradoxalement, l'instauration du concours en 1893 viendra contredire cette possibilité et ces tentatives. Pour son dossier de candidature, par exemple, Victor Dutoc réutilise ses travaux sur le château d'Écouen effectués en 1891. Est-ce là la raison de son échec à ce concours? Car on s'aperçoit que si les connaissances archéologiques que représentent les relevés et restaurations de châteaux sont indéniables, il leur manque la plupart du temps une part technique propre à préparer les candidats à l'épreuve en loge qui désormais aussi porte sur les problèmes de consolidation, désormais contrepoids à l'épreuve analytique. Par ailleurs, il semble qu'en 1893, et cela pour très longtemps, l'architecture civile a encore peu de place dans la politique patrimoniale en faveur de la restauration des monuments historiques qui portent sur les monuments d'État principalement, les monuments publics et notamment les grands édifices que sont les cathédrales. En plus de ses études consacrées à l'architecture religieuse, Léon Bénouville, par exemple, prend également plusieurs fois pour sujet des châteaux, et ce, bien avant d'intégrer le corps des architectes en chef des monuments historiques suite au concours de 1893. En 1875, il exécute le relevé du château de Grave dans l'Aveyron. En 1888, il présente au Salon la restauration du château de Madaillan dont je vous ai parlé précédemment, qu'il a effectué l'année précédente en 1887. Et 3 ans plus tard, il présente au Salon de 1891 les relevés et la restauration du château de Visil dans l'Isère. En revanche, lorsqu'il se présente au concours de 1893, c'est l'église Saint-Julien-de-Pauvre à Paris qu'il choisit comme exercice.
Le choix des sujets par leurs auteurs ne sont pas dus au hasard. Dans la plupart des cas, ils ont le plus souvent lien avec l'origine provinciale des architectes ou avec leur formation ou avec leur maître. On sait par exemple que Henri Lafargue, né à Blois, s'est attelé en 1892 à la restauration d'un château, celui de Josselin, certainement à l'exemple et peut-être sur la recommandation de son maître de la Morandière, collaborateur de Duban à Blois. Se tisse ainsi une filiation de maître à élève à travers l'intérêt pour l'architecture castrale et les tentatives de restauration virtuelle ou réelle, ou parfois les deux, puisque souvent les exercices débouchent aussi, notamment pour ce qui concerne les édifices privés, sur des restaurations physiques et probablement des transformations des édifices. Des architectes donc, sont aussi encouragés par des propriétaires, justement. Henri Lafargue exécute son travail sur Josselin pour le duc de Rouen et il effectuera la restauration physique du château ensuite. Raymond Barbeau bénéficie, lui, de l'accueil à Bressuire du propriétaire du château, cousin éloigné de son père. L'architecte est ainsi autorisé à mener de minutieuses fouilles des ruines qui le conduiront à rédiger une monographie complète de l'édifice, comme on a vu précédemment. C'est symboliquement Viollet-le-Duc qui ouvre en 1875 une longue série de présentations au Salon de travaux graphiques consacrés à des châteaux. Il faut bien entendu nuancer ce parrainage prestigieux puisque le travail de Viollet-le-Duc sur le château de Pierrefonds représente une restauration. Non, c'est pas possible. J'ai commencé à 25. Bon, je ne terminerai pas. Bon, eh ben, je vais passer plus vite alors. Le salon de 1875 porte donc marque vraiment l'arrivée au salon en fait des restaurations de châteaux. En 1874, le premier de ces travaux porte sur le château de Chenonceau. Et à partir de 1873 jusqu'à 1893, il y aura vraiment une forte présence de ces travaux de restauration et qui continueront qui seront moins présents pour disparaître presque totalement après 1898. Alors, il faut souligner la très grande place prise par les travaux sur les 6 messes du salon. Le nombre moyen de châssis est d'environ 6, mais certains accrochages vont jusqu'à 10, voire 12 châssis, par exemple pour le travail d'Eugène Boudier sur le château de Châteaudun. La surface occupée par ces châssis aux dimensions souvent démesurées est régulièrement épinglée par les commentateurs. Émile Rivoilin revient encore dessus en 1891, soulignant que peut-être l'échelle de ces grands dessins aurait-elle pu, sans grand inconvénient, être un peu réduite, sauf pour les détails. Le tout aurait gagné à pouvoir être rendu d'une façon un peu plus serrée. Mais il en comprend les raisons immédiates, car l'auteur, par expérience sans doute, sait qu'il faut tenir de la place au salon si l'on veut taper dans l'œil du jury, si l'on veut bien être en place. C'est aussi la qualité du rendu qui est critiquée. Au salon de 1893, Émile Rivoilin s'arrête devant la restauration du château de La Rochefoucauld due à Édouard Bouin et Jules Godefroy, qui, si elle lui paraît fort intéressante, il souligne néanmoins que les auteurs auraient pu adopter une échelle raisonnable en ce qui concerne au moins les ensembles, et regrettant que les auteurs aient manqué de temps pour donner des détails soignés. Pourquoi donc s'éreinter inutilement ainsi au tracé, au lavis et aux soudures de ces grandes surfaces de Wattmann, car ni l'auteur ni le spectateur ne peuvent embrasser d'un coup d'œil ces tours de force
sur lesquels des glaces hors mesure, presque des devantures de boutique, miroitent extraordinairement. Bien plus tard, en 1912, la surface occupée par les travaux était encore dénoncée à l'occasion du salon où Paul Tournon présentait sa restauration du château d'Annay. Jules Godefroy, qui cette fois-ci est dans le rôle du critique, relevait que Tournon nous donne une monographie du château d'Annay avec une façade à l'échelle du XXe. Nous nous demandons pourquoi elle est à une si grande échelle. En tant que reproduction du château d'Annay, elle n'est pas intéressante et au surplus, elle est d'un rendu froid avec des figures maladroitement dessinées du bout du pinceau. L'auteur s'est même servi de teinte plate à langue de Chine, mais c'est là un procédé à l'usage des écoles primaires et encore. Alors, je vais essayer quand même de dire un mot sur la diffusion des travaux, pour terminer. Donc, en plus d'être présentés par leurs auteurs au salon, la plupart de ces travaux graphiques peuplèrent également de manière régulière sous la forme de planches gravées, mais aussi d'articles, les pages des revues d'architecture. Le Moniteur des architectes, l'Encyclopédie d'architecture, la construction moderne les publient. Il faut remarquer, en ce qui concerne notamment les monographies publiées dans la construction moderne ou dans l'Encyclopédie d'architecture, que les textes étaient le plus souvent de la main même des architectes auteurs des relevés. La construction moderne publie toutes sortes de restaurations, celle de Tifauge par Baléguier ou de Loche par Bruno, par exemple. L'Encyclopédie d'architecture, elle, publie plus volontiers les travaux d'architectes en chef des monuments historiques ou liés à la commission des monuments historiques, comme le château de Bonaguil par Paul Gou, le château du Grand Pressigny par Henri Chêne, qui sont par ailleurs les deux rédacteurs en chef de la revue, et le château de Visil par Bénouville ou de Tronquédec par Alexandre Marcel. Donc on voit aussi l'arrivée depuis les salons de 1875 de l'école de Viollet-le-Duc et d'Anatole de Baudot, qui est parfaitement représentée, notamment par un architecte comme Raymond Barbeau, qui est un élève et un disciple d'Anatole de Baudot, et qui, lui, n'a rien à voir avec la commission des monuments historiques, mais son travail sur Bressuire a un large écho dans l'Encyclopédie d'architecture. Et pour finir, il est arrivé fréquemment que, comme certains projets de restauration d'églises par exemple, certaines restaurations graphiques d'édifices castraux soient issues de commandes de la commission des monuments historiques, du service des monuments historiques, où les travaux ont été acquis à l'issue des salons, de leur présentation au salon notamment, pour intégrer les collections de dessins des monuments historiques et servir de base à la connaissance et, si possible, à la restauration physique réelle des édifices. Je vous remercie. Pardon pour ma surprise concernant le temps.